L'élimination physique maintenant d'un certain nombre de dirigeants. On le rappelle, ce soir, Benjamin Netanyahou dit « Nous n'excluons pas de tuer le guide suprême Khamenei ». C'est la déclaration principale de cette soirée. Mais ça s'ajoute à tous ceux qui ont été tués. Des scientifiques, des responsables des gardiens de la Révolution, les chefs du renseignement, c'est évidemment très important, Mohamed Kazemi, Hassan Moakik, etc. Tous ces gens-là, les uns après les autres, tombent. Oui, mais ils sont tous remplacés. Ils ont tous des adjoints d'adjoints. C'est une structure pyramidale. Il n'y a rien qui ressemble plus au chiisme que l'Église catholique. Et donc, il y a une logique. Ils n'ont pas réussi à avoir un pape. Mais pour tout le reste, c'est très organisé, très structuré. C'est un empire perse. Et donc, même si le régime des mollahs est assez éloigné des logiques historiques, l'État central iranien est un vrai État central avec des adjoints, des remplaçants, etc. L'opération n'a pas visé l'intégralité de la chaîne de commandement. Elle a largement démantelé, mais chacun a déjà été remplacé par quelqu'un d'autre. La vraie question, c'est Ali Khamenei, car c'est le seul qui ne peut pas être remplacé. Il n'y a pas d'adjoint. Le Conseil des gardiens est un sujet très politique et très compliqué. La succession est un problème assez important. Les conditions dans lesquelles les équilibres du pouvoir, parce que c'est très divisé, il y a plein de sectes, d'éléments très, très compliqués, depuis les gardiens de la Révolution, les passedaran, évidemment le clergé combattant, ça s'appelait comme ça, les Hodjatiers, qui étaient la secte derrière Ahmadinejad. Le régime iranien, c'est un peu comme la criminologie des grands moments de l'histoire. Il faut être extrêmement savant pour comprendre où sont les pions. Et donc, le problème d'Ali Khamenei est à la fois un problème iranien et un problème israélien et un problème américain. C'est que l'idée qu'il se fasse éliminer traumatise à peu près pas grand monde, enfin, à part les Iraniens peut-être, et encore je ne suis pas sûr que la population iranienne soit traumatisée par son élimination, mais par contre c'est son remplaçant, c'est éviter le chaos libyen, le chaos irakien, bref, tous ces pays où il n'y avait pas été anticipé ou envisagé un remplacement légitime et acceptable par la population. La seule opération réussie est une opération qui n'a été menée ni par les Israéliens, ni par les Américains, mais par les Turcs, c'est Al-Shara en Syrie. Et donc tout le monde a compris que s'il n'y avait pas une sorte de combattant légitime occupant une portion du territoire avec des forces capables de tenir l'ordre et de créer une sorte de coalition, on allait vers le chaos. Or, le chaos iranien est plus problématique que le chaos irakien ou le chaos libyen. Aidez-nous à comprendre ce qui s'est passé. Regardez l'image qui va suivre, qui est tellement saisissante, où on voit que les Israéliens ont visé vraiment, regardez, un appartement pour tuer un responsable. Alors, je ne sais pas si c'était le salon ou la chambre à coucher. Comment est-ce qu'ils ont l'information au moment même ? Alors d'abord, ils ont des renseignements sur place, très puissants, très organisés, des renseignements humains, qui traumatisent beaucoup l'ex-SAVAK, le service de renseignement iranien, qui n'arrive pas à démanteler les réseaux israéliens là-bas. Et ensuite, au sol, pour les cibles aussi précises, il y a un guidage laser qui est fait au dernier moment pour le dernier kilomètre, on va dire, pour que ça tombe bien dans la fenêtre. Mais ça veut dire il y a un type, il y a quand même une personne humaine, un agent, une taupe du Mossad qui dit il est là dans cet appartement. Il y a une taupe du Mossad qui a déjà dit ça depuis longtemps et qui crée les conditions pour dire c'est le bon moment, il faut le faire maintenant. Mais pour le tir en lui-même, pour qu'il réussisse avec ce degré de précision, il faut encore un guidage laser. Regardez, le colonel Goya qui a été sniper dans sa première jeunesse. Non, j'ai jamais fait ça, moi. Vous n'avez jamais fait ça, ouais. Vous tiriez avec un quoi, avec un... Je tirais au fusil, au fusil lourd éventuellement, mais jamais des choses de ce calibre. Non, il faut aussi quelqu'un qui regarde le résultat. Oui. Voilà, il faut estimer le résultat aussi, et dire voilà, ok, donc faire un compte rendu en disant oui, ça y est, il est bien touché. Ou alors s'il n'est pas touché, peut-être qu'il faut en envoyer une deuxième, etc. Mais ou si on n'est pas sûr, on va peut-être envoyer une deuxième. Mais dans une précédente interview, Michel Goya disait j'ai tué 12 personnes comme ça. C'était 12, votre chiffre, c'est ça ? J'ai essayé de tuer 12 personnes, je n'ai pas tous tué. Bon, mais c'est pas un bon résultat, ça, pour un militaire. Ça dépend de la mission. Un contre 12. C'est un bon résultat. Ah, je n'étais pas tout seul. Mais, de quoi vous parlez ? Ah oui. Je sais plus. Oui,
Comment dire ? Oui, bien sûr qu'il faut des gens sur place. C'est le renseignement humain. Les Israéliens sont très forts là-dessus, évidemment. Ça fait des années qu'ils ont constitué leur réseau, à tel point que ça a un effet secondaire, c'est d'introduire de la paranoïa également dans l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est qui. Donc on se méfie. Le simple fait de se méfier de tout le monde, déjà, ça, c'est une sorte de poison qui paralyse un peu la machine. Ça fait ça avec Agnier, le patron du bureau politique du Hamas, à Téhéran. À Téhéran, plein cœur. En direct. Donc. Et sachant qu'il y a un premier résultat, qui est effectivement la décapitation, mais effectivement, on est sur l'Iran, on n'est pas sur une petite organisation armée, même le Hamas. Là, on est sur des structures qui sont beaucoup plus importantes, qui sont remplaçables. On n'est pas sur Septembre Noir. Septembre Noir, une fois que vous avez tué les 15 personnes, ça y est, il n'y a plus personne. Là, c'est pas le cas. Donc ça freine la machine, etc. Là aussi, ça enraye un peu le processus. Il y a un autre effet induit, c'est que ça peut inciter un certain nombre de gens à fuir. Aussi, la peur. Quand vous voyez tous vos camarades tomber les uns après les autres, vous pouvez estimer que même si vous avez une foi de martyr, vous pouvez dire que la vie c'est quand même pas mal aussi, et donc fuir par exemple en Russie, etc. Mais voilà, c'est pas non plus décisif, c'est ça que je veux dire. Jusqu'où veut aller Benjamin Netanyahou ? Écoutez sa déclaration ce soir. Ça n'est pas seulement l'Iran, il veut remodeler tout le Proche-Orient. C'est un nouvel Orient qu'il vise. Ça peut être une conséquence des actions sérieuses que nous réalisons maintenant. Je vous ai dit que nous changeons la face du Moyen-Orient et cela peut amener aussi des changements de grande envergure dans toute la région. Quel est le but final ? On se rappelle évidemment que déjà un certain nombre d'Américains avaient dit un jour on va redessiner tout le Proche-Orient. Oui, c'était au moment de la guerre d'Irak où ils expliquaient que le moment était venu, pour des raisons millénaristes, de régler le problème de Babylone. C'est un vieux débat, malheureusement, parce que le militarisme, en général, ne crée pas beaucoup de choses plus que le chaos. Mais comme je l'indique, le remodelage du Moyen-Orient, il y a plusieurs éléments. Il y a les accords d'Abraham et la finalisation des accords d'Abraham avec l'entrée de l'Arabie Saoudite, dont le niveau de protestation est faible sur ce qui se passe en Iran. Parce que chacun est très content qu'Israël fasse le sale boulot ou se salisse les mains en regardant ailleurs et en disant c'est pas bien, mais allez-y les gars. Il y a ensuite la partie qui est en train de se rééquilibrer. Le grand problème d'Israël qui est en voie de résolution, provisoire mais réelle, avec la Syrie d'Al-Shara, ce qui amène à une réconciliation quasiment automatique avec la Turquie qui elle-même dit c'est pas bien, mais n'en fait pas beaucoup plus dans cette affaire. Donc ça arrange Israël. Il faut se rappeler que la Turquie et l'Iran sont les deux premiers pays qui ont reconnu Israël après avoir voté contre la création de l'État d'Israël, sont les deux premiers à l'avoir reconnu. Et c'était des alliés historiques de l'État d'Israël jusqu'à 1979 et l'arrivée d'Ayatollah Khomeini, alliés et partenaires militaires, et jusqu'à l'arrivée d'Erdogan au pouvoir. Donc il y a des moments de recomposition qui sont réels, parce que les intérêts des uns et des autres sont que l'Iran soit affaibli de manière importante et durable. Et ça, c'est un sujet sur lequel Netanyahou peut tirer son épingle du jeu. Mais la question centrale reste toujours la même. Qui pourrait remplacer Ali Khamenei ? Mais je pense que s'il faut parler de remodelage, c'est un remodelage sécuritaire de la part des Israéliens. C'est-à-dire que Netanyahou peut dire, écoutez, voilà, on peut arriver dans quelques semaines à une situation où Israël n'aura plus, pour la première fois de son histoire, d'ennemis très menaçants autour à ses frontières. Voilà, c'est la première fois. Et il dit voilà le bilan. Voilà, j'ai écrasé le Hamas, j'ai écrasé le Hezbollah, Assad c'est terminé, et maintenant l'Iran. Les Houthis c'est loin, etc. Enfin bon. Donc voilà, je suis le faiseur de paix. Ou moi je suis le faiseur, sinon de paix, je suis le faiseur de sécurité. Et j'ai vaincu tous les ennemis d'Israël. Il peut se présenter comme le plus grand chef de guerre de l'histoire israélienne. Il faut quand même rappeler, on est sur la guerre la plus longue de l'histoire d'Israël et la plus étendue dans son ampleur géographique. Donc c'est, je pense, au moins dans l'esprit de Netanyahou, la dernière étape d'une grande campagne qui est un peu aussi une fuite en avant pour lui, mais au bout du compte, qu'il peut considérer comme réussi, puisqu'il aura détruit
tous les adversaires d'Israël. Je recommande vos 2 livres, Anna Boer, c'est Opération Zelensky et Menaces sur Taïwan aux éditions First Edition. Merci beaucoup. Je vous promets que le 3e ou le 4e plutôt parlera des affaires en cours. Comme ça éclairera le lecteur. Ce sera très bien, ce sera un triptyque. Vous êtes avec nous, Raphaël Jérusalemi, ancien officier des services israéliens, ancien officier du renseignement militaire israélien. La nouvelle de la soirée, évidemment, c'est la déclaration de Benjamin Netanyahou disant « Nous n'excluons pas de tuer le guide suprême Ali Khamenei ». Hier déjà, sur l'antenne de LCI, vous disiez cela, vous disiez même « S'il le fallait, je le ferais volontiers de mes propres mains ». Dites-nous techniquement si, selon vous, ce serait faisable demain, si le Premier ministre israélien le décide. Si on s'en tient au palmarès depuis le 7 octobre 2023 du Mossad, du Shabak et de l'armée israélienne dans le domaine des éliminations ciblées, c'est tout à fait possible. Je veux dire, à la statistique, on voit les résultats qui ont été obtenus sur des cibles extrêmement difficiles à atteindre, loin d'Israël, très protégées, et il y en a eu beaucoup. Donc, nul n'est à l'abri du bras d'Israël, en général, nul n'est à l'abri. Je peux vous assurer que Rabin, Kennedy, d'autres n'ont pas été assassinés pour rien. C'est parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Il n'y a pas de protection des personnes qui soit totalement hermétique. Regardez Donald Trump qui a reçu un ricochet dans l'oreille. Donc avec la protection la plus extraordinaire qui soit au monde, c'est le personnage le plus protégé du monde. Il y a toujours une faille quelque part, il y aura toujours une erreur de commise, soit par les services de sécurité, soit par la cible elle-même. Vous nous avez rejoint, Gérard Haro, merci beaucoup d'être là, mais aussi Natacha Polony et toujours le colonel Goya est avec nous. Est-ce que ce serait une erreur de la part d'Israël de tuer Khamenei? Ce serait un acte extrêmement lourd de conséquences politiques. D'abord, ce serait un acte terroriste, ce serait une violation du droit international. Je crois quand même qu'il faut le répéter. Vous imaginez si on avait ce genre de déclaration où Poutine dirait je n'exclus pas de faire assassiner Zelensky. Et tout le monde dirait immédiatement c'est atroce. Donc là, c'est la première chose. Certains conservateurs américains l'ont soutenu. Ils disent il faut changer les régimes, il faut tuer les gens. Mais oui. C'est ce qu'on a fait. Fondamentalement, on entend aujourd'hui, c'est l'avantage d'être vieux comme moi, on entend exactement ce qu'on entendait en 2003 face à Saddam Hussein. Oui. Voilà. C'est un régime abominable, nous sommes d'accord, Saddam Hussein, la République islamique, et donc on peut faire ce qu'on veut, et il faut assassiner. Mais le problème, par rapport à l'Irak, si on a aimé l'Irak, l'Iran, ça risque d'être 10 fois plus grave. 90 millions d'habitants, un pays multiethnique, où il n'y a pas d'opposition identifiée. Votre réponse là-dessus, Raphaël Jérusalemi, l'ambassadeur Haro, qui est une personnalité, comme vous le savez, en France, dit « Votre Premier ministre et vous, ce que vous dites aujourd'hui, c'est du terrorisme ». Écoutez, je ne relève même pas, c'est lamentable. C'est dommage pour la France d'entendre cela, parce que la France est aussi en danger et elle n'est certainement pas menacée par le terrorisme israélien. Et je peux vous assurer une chose, le nombre de gens qui ont été violés, torturés, démembrés dans les geôles iraniennes, c'est sur le plan éthique, moral, humain, une nécessité de supprimer les tortionnaires, les bouchers iraniens. Ça n'a rien à voir. Quel droit international peut s'appliquer à un monstre comme Khamenei? Il s'est expulsé lui-même du genre humain de par sa monstruosité, de par sa cruauté. Ça n'a plus rien à voir avec des droits, des lois, des règlements. C'est très bien de dire ça comme ça dans un studio en tant que diplomate. C'est pas la même chose d'être une femme iranienne qui, lorsque vous vous promenez dans la rue, se fait tabasser parce qu'elle n'a pas son voile bien mis sur la tête. Natacha Polony veut vous répondre. Natacha Polony veut vous répondre aussi, Raphaël Jérusalemi. Le problème est de savoir exactement ce que c'est que le droit international et à quoi ça sert. Et ça sert justement à réguler les relations parce que nous considérons, à juste titre je crois, que le régime iranien est abominable, mais n'importe quel pays peut décider qu'il est le camp du bien et que tel pays en face est le camp du mal et qu'il peut déclencher des guerres préventives et changer les régimes et assassiner des dirigeants. Le droit international sert à éviter le chaos. Et ça ne peut fonctionner que quand il s'applique à tout le monde et en
particulier à ceux qui s'en sont fait les promoteurs pour essayer de faire la leçon au monde entier et d'apprendre à aller vers des relations plus pacifiques. Au-delà de ce débat, est-ce qu'on entre dans un moment où Israël a franchi un seuil? Ils ne veulent plus seulement détruire le potentiel nucléaire militaire iranien, mais changer de régime par la force. Mais de nouveau, on nous refait le coup de 2003. Hein. Et de nouveau, sur le thème, on va faire d'une sorte de mécano moyen-oriental, géopolitique. Et tout ça, on sait très bien ce que ça a mené. Ça a mené 1 million de morts en Irak. Et ça a mené le chaos dont l'Irak n'est toujours pas sorti. Et je le répète, l'Iran, c'est beaucoup plus grave que l'Irak. C'est beaucoup plus grand. C'est multi-ethnique, 90 millions d'habitants. Et donc, les risques sont énormes. J'ajouterai que toute personne qui connaît l'Iran dit le choix, si on fait tomber le régime, c'est soit le chaos, avec les Azéris, les Balouches, les Arabes, les Kurdes, soit c'est la prise du pouvoir par l'aile la plus dure du régime, parce qu'il y a des centaines de milliers de milices armées derrière le régime. On peut ajouter qu'il n'y a pas que l'exemple de l'Irak, il y a l'exemple de la Libye. Pour ce qui est de l'Irak, je le disais tout à l'heure sur ce plateau, les conséquences lointaines pour la France, c'est le Bataclan. Il faut quand même le rappeler. Et pour ce qui est de la Libye... Vous voulez dire, pour être clair, qu'on comprenne bien, que le chaos qui s'est créé en Irak a favorisé le groupe État islamique. A abouti à la création du groupe État islamique avec des anciens d'ailleurs de l'armée de Saddam Hussein. Et ça a abouti donc à du terrorisme qui a rejailli sur la France. Quant à la Libye, la chute de Kadhafi, qui là aussi était un type épouvantable, il n'y a pas de débat là-dessus, ignoble, atroce avec son peuple et dangereux sur la scène internationale. Eh bien, le résultat de sa chute, c'est la dissémination des armes de Kadhafi dans tout le Sahel et donc l'extension du djihadisme. Ce sont les marchés aux esclaves à Tripoli. Bref, une horreur absolue. Écoutez, on fait la guerre pour avoir une meilleure paix. Meilleure paix pour soi. Mais encore faut-il déjà avoir une paix, c'est-à-dire on va avoir quelqu'un avec qui faire la paix et aussi avoir une meilleure paix et non pas quelque chose de pire à l'issue. Donc changer, se contenter pour les Israéliens d'une stratégie purement militaire de destruction de tonnes de gazon, pour reprendre l'expression, très bien, ça c'est un objectif atteignable et qui est à peu près réaliste. Essayer effectivement de décapiter le régime pour mettre quelque chose à la place, c'est très aléatoire, c'est très incertain. Ce qu'on constate dans tous les cas cités, on peut parler de la Syrie, etc., c'est que, en réalité, dans ce genre de situation, eh bien, c'est le groupe armé présent, le plus fort, qui prend la place. Voilà. Et donc, ce ne sera pas un grand mouvement démocratique qui d'un seul coup va s'emparer de Téhéran. D'autant plus que organiser des manifestations lorsqu'il y a des bombardements, c'est quand même assez compliqué. Non, c'est la force armée la plus importante sur les lieux qui va s'en emparer. Et je ne suis pas sûr que ce soit effectivement une force armée purement démocratique qui s'emparait du pouvoir. Mais plus probablement, l'aile la plus dure, effectivement, des passes d'armes. Ce qui est frappant dans ce que fait Israël, c'est qu'Israël a bouleversé, il faut bien dire, les conditions géopolitiques du Moyen-Orient. Et donc, il y a... En éliminant le Hezbollah, vous avez un nouveau gouvernement libanais qui veut reconstruire le pays. En aidant à l'élimination d'Assad, vous avez un nouveau gouvernement syrien qui veut reconstruire le pays. À Gaza, vous avez les Palestiniens qui manifestent contre le Hamas. Eh bien, de tout cela, Israël ne fait rien. C'est-à-dire qu'Israël ne transforme pas sa supériorité militaire en un projet politique. Honnêtement, il continue de bombarder le Liban, alors que le gouvernement libanais essaye de son côté de désarmer l'Hezbollah. Il continue de bombarder la Syrie, alors que El Shara ne cesse de répéter qu'il veut négocier avec Israël. Et à Gaza, de nouveau, les Palestiniens manifestent et on ne fait rien. Et les Iraniens, dernier point, je suis désolé, les Iraniens étaient en train de négocier avec les Américains. Il y avait une session de négociation dimanche et les Israéliens non seulement ont attaqué avant, mais ils ont tué le négociateur iranien. Ce qui est quand même ahurissant comme message. Votre réponse là-dessus, Raphaël Jérusalem, on entend effectivement un certain nombre de commentateurs dire en réalité, on était en train de négocier quand Israël a attaqué. Oui, on était en train de négocier en arrivant à une impasse et en se faisant mener en barque, comme Donald Trump se fait mener en barque par les Iraniens pour un accord sur le nucléaire qui ne sera jamais signé. Et s'il est signé, qui sera caduque dans les 2 minutes parce que les Iraniens n'obéiront pas. Je veux juste dire 2 choses. La première, c'est que je ne savais pas, je l'ai appris ce soir, que le droit international était destiné à protéger les tyrans.
Et donc, c'est pas étonnant aujourd'hui que le monde a autant de tyrans. On n'en a jamais eu autant, je crois, sur la planète, du Venezuela à la Corée du Nord, et qu'il ne faut surtout pas les éliminer, ne surtout pas toucher à ces tyrans parce que c'est contre le droit international. Je ne savais pas que le Bataclan était dû au fait qu'on attaquait des régimes terroristes. C'est nouveau. Moi, je peux vous assurer une seule chose. Pour nous, les Israéliens, la mission est une mission contre le nucléaire iranien, avec un très très vague espoir, et je suis d'accord là par contre avec votre panel, un espoir utopique, irréaliste peut-être, mais il n'y aura pas d'occasion de sitôt pour les Iraniens de se débarrasser du régime des Mollahs. Et la CIA et le Mossad travaillent avec l'opposition, et elle est très importante en Iran, du peuple iranien, qui est un peuple ami des Juifs et d'Israël, à la différence de certains autres, et on se battra avec eux, Mossad, CIA et l'opposition iranienne, pour renverser le régime des Mollahs, parce que ça sera la meilleure solution. Et je peux vous assurer qu'un autre régime nous garantira aussi contre le nucléaire, parce que quand on n'aura plus en face de nous des fanatiques et des cinglés, il n'y aura plus cette ambition démesurée d'une puissance nucléaire. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins de Bataclan, parce qu'en fin de compte, les Bataclans, ce sont les Iraniens qui les ont planifiés, qui les ont financés avec le Qatar. Et j'ai aucun problème, moi, pour les faire tomber ou pour les éliminer physiquement, comme vous l'avez dit. Avançons un peu. Est-ce que vous, Khamenei, il faut rappeler ce que Khamenei disait, c'est quelqu'un qui veut détruire Israël. Il disait, c'est le 17 mai, le régime sioniste est une tumeur mortelle, dangereuse et cancéreuse dans cette région. Il doit être éradiqué et il le sera certainement. Du point de vue des Israéliens, c'est quand même un but de tuer l'homme qui veut la destruction d'Israël. Mais du point de vue israélien, c'est tout à fait, en effet, compréhensible. Et bien entendu que le régime iranien n'a jamais reconnu Israël et a toujours déclaré qu'il le détruirait. Donc on comprend en effet que le principal ennemi d'Israël soit l'Iran. Et là, pardon, est-ce que vous comprenez qu'il veuille détruire tout le potentiel nucléaire militaire avant le moindre danger Alors, on peut peut-être rappeler qu'il y avait un accord en 2015, négocié par Barack Obama et qui était respecté par les Iraniens, qui a été torpillé par Donald Trump, en partie à la demande, ou en tout cas poussé par Benyamin Netanyahou. Et honnêtement, le message qui est envoyé à tous les tyrans du monde actuellement, c'est il vaut mieux avoir la bombe parce que ça permet de se prémunir de ça. Et je pense que les conséquences seront néfastes pour tout le monde. Et je rappelle parce que tous les services de renseignement occidentaux, y compris la CIA, ont dit publiquement que les Iraniens n'étaient pas engagés dans la fabrication d'une arme nucléaire. Et ils le disaient encore il y a quelques semaines. Voilà. Donc il n'y avait pas, vous savez, pour justifier une attaque préventive, puisque l'attaque israélienne est préventive, il faut que la menace que l'on veut prévenir doit être immédiate et substantielle. Il n'y avait pas de menace immédiate et substantielle, pour justifier l'attaque israélienne à ce moment. C'est un fait en droit international. Alors, je suis désolé d'ennuyer avec le droit international, mais pour des pays comme les pays européens, au moment où la sauvagerie est en train de l'emporter depuis l'Ukraine jusqu'au Rwanda, en passant par le Moyen-Orient, c'est quand même une barrière très fragile où nous essayons de contenir cette violence.